Allez, la conférence, c'est « Mais si les jeux vidéo, ça servira plus tard ». Titre savamment trouvé par Dounia du Café des Sciences. Initialement, c'était « Quels soft skills apportent les jeux vidéo ?» Ce qui est plus juste, mais vachement moins attrayant. On y va ? On y va. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui jouent aux jeux vidéo? Yes. Est-ce qu'il y a des joueurs pros parmi vous? Est-ce qu'il y a des... Oui, c'est les métiers qui ont trait aux jeux vidéo. Exactement. Pas mal. Est-ce qu'il y a d'autres qui voudraient devenir pro dans le monde du jeu vidéo? Et qu'en pense votre entourage? Ça va? Parce que, bon, enfin, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais globalement, dans la presse, l'image du jeu vidéo n'est pas forcément terrible. Entre les meuporgs, entre Nagui qui n'est pas capable de se dire que quelqu'un qui lit un livre peut aussi jouer à un jeu vidéo et inversement, ou Antoine Decaune qui disait qu'il valait vraiment rien avoir à foutre dans sa vie pour regarder d'autres personnes en train de jouer, c'est quand même pas extraordinaire. Ça vous énerve pas un peu tout ça là? Ouais, c'est relou. Nous aussi. Et il y a quelques mois, on est retombé sur un énième article qui explique la naissance, la cause de tous les maux chez les jeunes, c'était les jeux vidéo. Alors on s'est dit qu'il était du devoir de Qu'est-ce que tu geeks d'agir. Vous connaissez Qu'est-ce que tu geeks? C'est normal. Ça va venir. Qu'est-ce que tu geeks, c'est nous deux. Oui. C'est notre binôme Flo et Tom. Et notre binôme s'est donné pour mission de vulgariser l'informatique, notamment à travers des vidéos accessibles à tous sur Internet. Nos vidéos sont libres de droit, sans publicité et sourcées. Alors, est-ce que vous savez qu'il y a moins de 0,1% des gens qui jouent aux jeux vidéo qui vont finalement en faire leur métier? Et pourtant, 100% des joueurs acquièrent des compétences utiles pour leur métier sans même s'en rendre compte. Alors ces compétences, c'est ce qu'on appelle les soft skills. Donc c'était d'où le titre de la conférence qui était prévue au départ, quels soft skills apportent les jeux vidéo. En français, un soft skill, c'est ce qu'on pourrait appeler une compétence comportementale ou du savoir-être. Alors, des soft skills, il y en a pléthore. Vous avez une idée en tête, un mot qui vous vient comme ça quand on parle de soft skills ou de savoir-être? Les compétences? Ouais, est-ce que vous auriez des exemples de compétences qui pourraient entrer dans cette catégorie? Yes, exactement. Exactement. Travailler en équipe, vitesse de réflexion. Savoir se repérer dans l'espace. Savoir se repérer dans l'espace, ouais, carrément, ouais. Il y en a pléthore. Il y a l'empathie, la capacité de communication, la capacité à travailler en équipe. Il y en a masse. C'est tout ce qui est nécessaire. C'est dans l'autre sens. Hein. Ouais, c'est dans l'autre sens. C'est tout ce qui ne fait pas votre métier. Mais qui est nécessaire pour l'exercer. Pour rendre ça un tout petit peu plus concret pardon, et pour lier ça voilà, on est venu chacun avec un exemple. Moi, c'est facile, c'est toi, Tom, mon exemple. Et ce qui est bien, c'est que tu vois pas les slides, du coup, je peux les changer un peu comme je veux. Je sais qu'il y a une belle photo là qui s'est affichée normalement. Exactement. Et du coup, je vais avoir besoin que tu te présentes un petit peu, que tu nous présentes un peu ton parcours, s'il te plaît. Très bien. Alors, moi, j'ai été diplômé en 2008 d'une école d'ingénieurs qui s'appelle l'UTT. Et après ça, j'ai commencé à travailler. En 2012, j'ai créé une entreprise avec toi, Florent, et une autre personne. Et puis, notre parcours nous a finalement amené à créer une chaîne sur YouTube. On est devenu vidéaste en 2017 avec Qu'est-ce que tu geeks. Et avant ça, et en parallèle de tout ça, depuis environ 30 ans, je joue aussi aux jeux vidéo. Oui, d'où le fait que tu as un écran cathodique devant toi sur la photo. Hein. Ok. Et du coup, ça fait effectivement un moment qu'on bosse ensemble et pour avoir pas mal regardé un peu comment tu bossais, tu as un leitmotiv, tu as un mot-clé, c'est la qualité.
C'est un truc assez fou, mais quand tu bosses, tu laisses pas trop de choses au hasard et tu as à cœur de rendre un truc qualitatif. Et j'aimerais savoir si tu as retrouvé dans le jeu vidéo ou dans ton parcours de joueur un jeu qui mettait ça en avant. Ah oui, et puis je vais même te parler d'un jeu qui permet de développer ça. Et on va parler de KSP. KSP, pour Kerbal Space Program. Exactement. Est-ce que la zapette fonctionne? Non. Est-ce que certains d'entre vous connaissent ce jeu? Est-ce que vous avez réussi facilement à atteindre vos objectifs dans ce jeu? Alors on va commencer par vous montrer une petite vidéo de quelqu'un que vous connaissez peut-être, le joueur du grenier. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Il a lancé une série de vidéos qui s'appelle Kerbal Space Program sans tuto. Et vous allez voir ce qui se passe quand on découvre le jeu et qu'il n'y a personne qui nous explique quoi que ce soit. Et il a réussi, il y a 2 semaines, à envoyer quelqu'un sur la Lune dans le jeu. Donc, il a mis plusieurs mois, en apprenant seul, à réussir à s'en sortir. Donc ce qu'on voit là, c'est quelqu'un qui fait des essais sans aucune méthode. Il essaye des choses, il change toute sa fusée, il recommence, et systématiquement ça échoue. Donc ce qui manque à Frédéric Molas à ce moment-là, c'est un peu de rigueur, tout simplement. Et c'est vraiment une qualité qu'on peut développer en jouant à Kerbal Space Program. L'idée, c'est de ne pas changer de modèle systématiquement, d'essayer de faire les choses progressivement, de tester des petites choses, de voir si elles fonctionnent, et ainsi de suite. Et en procédant comme ça, on a quand même plus de chances d'arriver à faire décoller sa fusée qu'en utilisant la méthode employée par Frédéric Molas, qui a mis quelques mois à réussir, et qui a surtout coûté très très cher à son centre spatial pour réussir à envoyer une fusée dans l'espace. Ok, nickel. Merci pour ce premier exemple. Je vais te faire réfléchir un peu. Je voudrais maintenant que tu trouves un jeu, tu es ingénieur logiciel, un jeu qui a vraiment rien à voir avec ton métier, mais qui t'apporte au quotidien des trucs. Eh ben, je vais parler de Counter-Strike. CS. Ouais, Counter-Strike CS, ouais. C'est un jeu qui a un très bon exemple parce qu'il a extrêmement mauvaise presse. Alors, globalement, le but est de tuer des gens. Et je me souviens très très bien de ma toute première partie de Counter-Strike. Alors moi, je jouais déjà à des jeux de tir à la première personne. C'est des jeux dans lesquels on voit à travers les yeux du personnage. Et en général, on voit une arme qui dépasse. Et l'objectif est effectivement de viser des ennemis et de les attaquer. Quand tu dis tu jouais déjà, on parle de quelle époque à peu près pour que les gens se rendent compte? 96, 17, par là. D'accord, d'où la nappe, les écrans cathodiques. Oui, ça a un peu changé depuis. Okay, ça, c'était les LAN à l'époque. Ok. C'est important que les gens conceptualisent. Hein. Et effectivement. Et donc voilà, dans ce genre de conditions, on était un petit groupe d'amis à jouer à ce genre de jeu. On était plutôt pas mauvais. Et quand on nous a pitché Counter-Strike, on nous a dit, vous allez voir, c'est un jeu où 2 équipes de 5 s'affrontent. Le pitch global, c'est du contre-terrorisme et du terrorisme, et on peut soit poser une bombe et aller la désamorcer, quel est le mot, désamorcer, tout à fait, soit les libérer des otages. Alors nous, on s'est immédiatement dit, bon, on est déjà fort à ces jeux-là, on va se pointer à une compétition, on va tout gagner. Ça s'est pas tout à fait passé comme ça. La première fois où on a joué, ça a été défaite sur défaite. Et du coup, le premier truc qu'on a appris en jouant à Counter-Strike, c'est l'humilité. Ouais, on ne peut pas arriver partout en terrain conquis non plus. C'était loin d'être le cas. Ok, du coup, vous avez réagi face à ça? Oui, parce on voulait quand même gagner, donc on a cherché la solution à ça. Et finalement, le premier truc qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait constituer une équipe de gens un petit peu stables. Donc constituer une équipe à Counter-Strike, ça veut dire trouver des gens qui sont capables de remplir les différents rôles qui sont dans le jeu. En général, dans une équipe de Counter-Strike, on a un leader qui connaît bien les cartes et qui dirige l'équipe. On a un ouvreur qui est chargé d'aller en premier sur la carte et, si possible, d'abattre l'ouvreur adverse. Et on a un joueur en support qui est là pour quand l'ouvreur a raté son coup, et on a une série de joueurs polyvalents. D'accord, donc tu as différents profils et j'imagine du coup que tu as différents savoir-être, soft skills derrière oui. qu'il faut détecter chez les gens. Tout à fait. Donc le but pour créer une équipe, c'est de recruter ces gens. Donc pour recruter les gens, il faut être capable d'aller voir quelqu'un, de lui parler du projet et de déceler si cette personne est adaptée à notre équipe et adaptée au poste qu'on lui propose. Alors à la fois sur le plan technique dans le jeu, mais aussi sur le plan humain.
est-ce que cette personne va bien s'entendre avec les autres personnes de l'équipe. Et à l'inverse, eh ben, il faut aussi être capable de convaincre la personne qui va être bien dans l'équipe et qu'on est une équipe intéressante et que ça vaut le coup de nous rejoindre. Ok, donc là, tu as globalement réussi à constituer ton équipe. C'est ça. Mais pour l'instant, tu n'as pas tellement avancé de ta problématique d'avant. Tu n'es toujours pas un expert. Effectivement. Donc là, pour ça, il va falloir s'entraîner. Donc Counter-Strike, c'est un jeu sur lequel il faut bosser la technique du jeu, mais il n'y a pas que ça. Il faut que chaque personne individuellement manipule correctement le personnage, mais il faut aussi travailler une stratégie d'équipe, il faut travailler sur des cartes. Les parties se passent en un temps imparti, donc il y a des stratégies à appliquer qui se déroulent le long du temps. Et puis il faut aussi être capable de faire des choses qui changent un petit peu de l'ordinaire pour surprendre ses adversaires. Voilà, on a différentes compétences à développer pour réussir à gagner des parties à Counter-Strike. Donc là maintenant, tu as ton équipe, tu es entraîné, ça y est, tu es le roi du pétrole, tu défonces tout le monde? C'est pas encore tout à fait ça, parce que finalement, l'équipe, faut qu'elle dure dans le temps. Et à ce moment-là, on se retrouve un petit peu dans un rôle de management. Donc il faut être capable de gérer les situations où on enchaîne plusieurs défaites consécutives, où il faut garder la motivation auprès des joueurs. Il faut être capable de gérer les cas où les gens ne se pointent pas à l'entraînement. Voilà, il y a tout un tas d'événements qui se produisent dans la vie d'une équipe qui obligent la personne qui gère l'équipe à avoir la capacité d'écoute, la capacité le sens du collectif. Il faut vraiment avoir toutes les compétences d'un bon manager. Ok. Et c'est vrai que gérer une équipe et ta faculté de t'entourer convenablement pour atteindre ton objectif se retrouve bien dans le monde professionnel. Et je te remercie. C'est assez plaisant. Ça fait 13 ans qu'on bosse ensemble. Ouais, un truc comme donc, ça. Ouais, ok. Nickel. Il y a un autre truc de ta facette pro que je voudrais aborder avec toi, c'est ta capacité à démêler des sacs de nœuds, des problématiques bien velues ou qui donneraient mal au cerveau de n'importe qui. On te fout ça sur une table, on te donne un tableau blanc, un Velleda, on te fout la paix. Et c'est important. Tu reviens quelques heures, jours, semaines plus tard avec une solution. Et ça, je suis quasiment persuadé que tu as pu t'entraîner à des jeux pour faire ça. C'est possible. Pour ça, je vais vous parler de StarCraft. Ok. Donc StarCraft, là, normalement, vous avez à l'écran l'image du jeu d'origine qui est sorti en 98. Alors, pour faire simple, StarCraft, c'est un jeu de stratégie dans lequel on démarre avec une base et quelques unités. On a à sa disposition différentes ressources. Et l'objectif, c'est d'utiliser ces ressources et les premières unités qu'on a à disposition pour construire une ville, une armée, et si possible, aller battre l'armée de son adversaire. Si possible. Hein. Si possible. Le truc, c'est que voilà, ça paraît assez simple comme ça sur le point de départ. Mais le premier truc, c'est que, vous pouvez voir sur l'écran, tout autour, c'est sombre. Il y a ce qu'on appelle un brouillard de guerre. Un brouillard de guerre, c'est quelque chose qui nous permet pas de voir ce qui se passe sur la carte. On voit uniquement les endroits qu'on contrôle avec ces unités. Donc on comprend très vite que la première chose à faire, c'est d'aller explorer. Et donc, en parallèle du fait qu'on a une base à construire et à gérer, il faut gérer une unité qui se promène sur la carte et qui explore. Et là, on est au début de la partie. Un peu plus tard dans la partie, on peut arriver à des situations comme celle-ci. On se retrouve avec beaucoup plus d'unités à gérer. Donc là, on est clairement dans une situation où il y a deux armées qui s'affrontent. Et ça, le truc, c'est que ça arrive une fois sur la carte. Donc pendant ce temps-là, on est toujours en train d'explorer. On est toujours en train de développer son armée, sa base. Et en même temps, il faut qu'on mène ce combat. Alors quand les joueurs pros, ils sont capables de mener jusqu'à 3 ou 4 combats en même temps, tout en continuant à développer leur base et tout en continuant à explorer et à observer ce que fait l'autre. Dans cette situation-là, vous comprenez bien qu'il faut avoir une très bonne vision du jeu. Il faut être capable de faire croire des choses à son adversaire. Il faut être capable de bluffer. Tout ça, ça génère quand même pas mal de stress parce qu'il se passe énormément de choses à l'écran. Et donc, il faut être capable de gérer ce stress. Donc, gestion du stress, bluff, vision du jeu. Du coup, c'est pas étonnant de retrouver des anciens joueurs pro de StarCraft, on peut nommer Elki, qui ont fait une reconversion avec succès dans le milieu du poker.
Oui, bah, Elki, c'est le premier joueur français qui est devenu pro et qui s'est baladé à l'étranger grâce à StarCraft. Et effectivement, à un moment, il a changé de carrière, il s'est mis à jouer au poker. Et là aussi, il s'est mis à tout gagner. Mais du coup, c'est pas quelque chose qui est utile seulement à des gens qui veulent devenir joueurs de poker. Dans mon métier au quotidien, moi je suis ingénieur logiciel, et bah, il arrive qu'on mette des choses en production, et il arrive que ça se passe pas comme prévu. Il arrive qu'il y ait tout qui plante, et dans ces moments-là, bah, on vient de mettre en production un site, il y a des centaines de milliers d'utilisateurs, et ça fonctionne pas. Donc là, bah, je vous laisse imaginer le stress que ça peut induire. Il y a un nombre très important de paramètres qui peuvent avoir raté, et on ne sait pas lequel c'est. Donc voilà, c'est des situations qui finalement se ressemblent beaucoup. C'est pas les mêmes enjeux derrière. C'est peut-être plus compliqué au travail et ce genre de choses. Mais voilà, le fait d'avoir vécu des situations stressantes comme ça dans un jeu comme StarCraft avant, ça prépare quand même pas mal à ce genre de problème par la suite. Ok, nickel. J'imagine. Merci Tom. J'ai fini de t'embêter en tant qu'exemple. Du coup, je vais te laisser la parole pour que tu donnes le tien. Je vais pas parler très longtemps parce que maintenant on va parler de toi. Ouais, et je te propose, voilà, toi aussi, on a trouvé une jolie photo. Oh, oui. Je te propose de nous raconter un petit peu ton parcours aussi. Oui, bien sûr. Ouais, elle est folle cette photo avec la Wii en 2007 là. Ok, moi j'ai un parcours très approchant au tien puisque j'ai fait une école d'ingé, j'en suis sorti ingé réseau en 2010, j'ai créé une entreprise avec toi en 2012, je suis vidéaste depuis 2017 et pour l'instant tu cliques pas. Voilà. Je clique mais... Et accessoirement du coup je suis joueur depuis 92 de manière occasionnelle comme ça. Et du coup, bah alors... Ouais. C'est vrai, comme tu l'as dit tout à l'heure, on travaille ensemble depuis un moment. Ouais. Bah, depuis, donc tu es ingénieur réseau, toi. Ouais. Et bah alors c'est pareil, tu as souvent l'occasion de rencontrer des problèmes. Est-ce que tu pourrais nous dire bah, si parmi les jeux vidéo auxquels tu as joué, il y en aurait peut-être un qui tout particulièrement t'aurait préparé à ce genre de choses? Ouais, ah bah clairement, ouais. Par contre, c'est un jeu, c'est un peu underground. C'est une saga qui s'appelle The Legend of Zelda. Du coup, je sais pas si vous connaissez. Ça a été un petit peu édité, enfin bref. Ouais, clairement, The Legend of Zelda, du début où tu démarres quasiment tout nu, à la fin où tu vas défaire le boss final, ce n'est que de la résolution de problèmes. Et effectivement, en fait, le jeu vidéo se prête bien à ça. Il y a énormément de mécanismes de résolution de problèmes, plus ou moins évidents. Ça va de l'énigme, où là, franchement, on te montre vraiment que tu apprends à raisonner, à des mécanismes un peu plus obscurs. Mais voilà. Zelda, du début à la fin, même le concept du jeu n'est que de la résolution de problèmes, et tu vas passer par différentes petites phases qui vont te permettre d'acquérir des compétences, d'acquérir des objets, du stuff, peut-être des fois aussi des compagnons, qui vont te permettre de résoudre ton gros problème, aller péter la gueule à Ganon. C'est quand même ça le délire. Et le truc, c'est que tu comprends assez vite que t'as bien compris le problème, hein, tu veux pas que Ganon prenne le pouvoir et que Zelda soit relégué dans un placard, mais tu comprends aussi assez vite que si tu vas poil, t'es mal. Si tu vas là comme ça direct, et le dernier Zelda te permet de bien comprendre ça, tu peux aller voir Ganon dès le début, bah, tu te prends une belle rouste. Hein. Donc l'idée, ça va être d'acquérir des connaissances, des compétences, des objets, de rencontrer des gens, de résoudre des problèmes au fur et à mesure, et ces petits problèmes, tout petits problèmes, constituent la résolution du gros problème. Tu parles d'aller chercher les poules dans Cocorico? Non, les cocottes dans Zelda, c'est juste pour te rappeler que dans la vie, tu dois passer par des étapes qui sont pas forcément sympathiques, mais c'est comme ça, plus vite tu l'as fait, et plus vite on n'en parle plus. Non, reprenons de manière globale, Zelda, tu as une toute petite vision de la carte au début et tu vas te mettre à explorer des choses qui vont te faire rencontrer des gens qui ont eux-mêmes leurs problèmes. Toi, bonne âme, tu vas les aider. Souvent, finalement, ça va te permettre d'avancer.
Et tu vas, comme je le disais, du coup, récupérer les pièces d'un puzzle qui va te permettre à la fin donc de péter la gueule à Ganon et de sauver la princesse Zelda. Il y a même des puzzles un peu particuliers dans Zelda. Mais en fait, ce qui est intéressant aussi dans Zelda, c'est qu'il te montre clairement que dans la vie, tu rencontres plusieurs fois les mêmes problèmes. Et du coup, que de t'y confronter, ça va t'y habituer et que tu vas trouver des mécanismes au fur et à mesure, des redondances, des habitudes, des rituels qui vont faire que ces problèmes vont passer assez vite. Et typiquement, dans Zelda, tu as une phase qui est redondante, c'est la phase des donjons. La phase des donjons, ça se passe à peu près toujours de la même manière. Tu arrives dans un environnement clos, tu ne le connais pas, tu vois pas très bien comment c'est foutu, tu sais qu'à la fin, il y a sûrement un boss qu'il va falloir défaire. Et tu sais que tu vas démarrer par acquérir la carte et la boussole pour voir comment est foutu le donjon et où est-ce que tu te places et où sont les coffres. Tu vas aller essayer de trouver les coffres pour récupérer. En fait, c'est pareil, il y a souvent un objet dans les donjons, on ne se le cache pas. Tu vas aller récupérer l'objet principal du donjon, puis la clé du boss final. Et puis là, tu vas te retrouver dans une situation intéressante puisque tu vas te retrouver à devoir résoudre un problème, mais sous stress. Tu vas faire de la résolution de problème sous stress parce qu'il va falloir que tu appliques ce que tu as appris précédemment, plus les nouvelles connaissances toutes fraîches là, avec l'objet que tu viens d'acquérir, pour vaincre le mec qui est en face de toi, qui est en général vachement badass, avec une musique qui fait peur, etc., qui a tendance à te balancer des trucs à la tronche. Et donc il va falloir que tu trouves comment le défaire avant que lui te fasse perdre tous tes cœurs. Ouais, et du coup, effectivement, tu es devenu assez fort en résolution de problèmes. Ce qui est intéressant, c'est que, effectivement, déjà, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui me plaisait. J'ai acquis pas mal de compétences là-dessus. Et en fait, je me suis rendu compte après, en intégrant une école d'ingé, et puis après, en y réfléchissant, que grâce notamment à Zelda, je m'étais déjà entraîné tout petit. Mon premier Zelda, j'ai joué quand j'avais 4 ans. À résoudre des problèmes et à avoir le bon état d'esprit de résolution de problèmes qui me servirait plus tard dans mes métiers. Et du coup, moi, j'ai développé une technique en travaillant avec Florent. Et quand j'ai vraiment un problème compliqué à résoudre, je lui confie et puis j'attends. Et en général, au bout d'un moment, ça fonctionne et on est reparti. Et du coup, oui. y a un autre point qui est vachement pratique en travaillant avec Florent, c'est quand on décide un beau jour de créer une entreprise en partant de rien. Ouais. Alors, je fais direct un parallèle avec un jeu vidéo en partant de rien, du coup. Don't Starve. Don't Starve, c'est clairement le jeu où tu pars de rien. Tu incarnes un petit personnage qui se retrouve éjecté dans un monde qu'il ne connaît pas. Quand je dis qu'il ne connaît pas, c'est qu'il ne sait pas où il est. Il ne sait pas quelle taille fait le monde. Et il n'a aucune espèce d'idée des règles qui régissent ce monde. Et en fait, il va falloir expérimenter des choses. Il va falloir essayer des choses. Il va falloir être curieux. Et on va apprendre avec lui au fur et à mesure qu'est-ce qui est une bonne idée et qu'est-ce qui ne l'est pas. Alors typiquement, au début, on nous donne quand même 2 indices pour nous aiguiller, des indices fort utiles. Hein. Le jeu s'appelle Don't Starve, donc on s'imagine bien que l'objectif c'est la survie. Et on nous dit il va falloir manger et il va faire nuit. Débrouillez-vous. Donc, on expérimente. Alors, est-ce que c'est une bonne idée de ramasser une carotte? Est-ce que c'est une bonne idée de ramasser des fleurs? Est-ce que c'est une bonne idée de manger un champignon qui est vert? Est-ce que c'est une bonne idée de s'attaquer avec une hachette au monstre qui fait 2 mètres de haut et qui vient d'apparaître? Est-ce que c'est une bonne idée d'aller mettre sa main dans la ruche qui est au-dessus, etc. Pas sûr. Il y a des bonnes idées et des fois, ça vous fait avancer et vous allez pouvoir continuer à jouer, en tout cas dans cette partie-là. Et puis des fois, il y a des moins bonnes idées, en tout cas d'apparence, et vous allez apprendre une nouvelle manière de mourir. Et en fait, c'est super intéressant parce que en vrai, c'est
dans ces moments-là que vous apprenez vraiment des choses. Parce que contrairement à votre personnage qui, à chaque fois, du début du jeu, redémarre avec rien du tout, vous emmagasinez de l'expérience. Et en vrai, tant que vous réussissez, vous ne savez pas exactement ce qui a fait que vous avez réussi. Vous avez une vague idée, vous vous êtes nourri, vous avez fait des choses, voilà. Mais quels sont les facteurs précis de réussite? Ça, c'est extrêmement compliqué. Par contre, quand vous échouez, c'était très clair. Vous avez foutu un coup de hache dans l'ent qui fait 2 mètres de haut, il vous a foutu une droite, vous êtes mort. Bon, ben voilà, faut pas foutre un coup de hache dans la jambe de l'ent si t'es pas préparé. C'est très clair. Et c'est à ces moments-là que vous apprenez vraiment des choses. Le parallèle avec l'entrepreneuriat, puisque c'était un peu ça le délire à la base, c'est que on partait de rien, on avait un objectif relativement clair, on voulait créer une entreprise, et de toute évidence, on n'avait aucune espèce d'idée des règles qui régissaient le monde de l'entrepreneuriat. Ce qui fait qu'on a beaucoup appris de choses. On a appris beaucoup de choses. Du coup, c'est un sujet qui est complètement à part entière. On a fait un TEDx là-dessus, qui n'est pas encore sorti en vidéo, mais si ça vous intéresse, on vous invitera à aller voir ça. Exactement. On vous raconte un peu tout notre parcours et comment on a réussi, comment on a découvert ces problèmes-là et comment on les a résolus surtout. Ouais. Et du coup, pour résumer ça, pour moi, il y a, du coup, dans les soft skills, il y a évidemment l'esprit d'entreprendre, ça c'est évident, mais il y a une grosse dose de curiosité parce qu'il faut avoir quand même envie d'essayer des choses, quoi. Il faut se dire, tiens, je vais aller ramasser ce truc-là, tiens, je vais essayer. Qu'est-ce qui se passe quand je combine ce truc-là avec ce truc-là? Tiens, c'est marrant, ça fait un croque-pot, ça va me permettre de manger, etc. Et il faut une grosse dose de motivation aussi, parce qu'à chaque fois que tu meurs, tu redémarres avec rien, et il faut se dire, allez, ok, c'est cool, je continue. Je viens d'apprendre un truc là, c'est bon, la prochaine fois, je ne referai pas la même connerie. Je vais pouvoir aller plus loin ce coup-ci, je vais pouvoir peut-être passer l'hiver, peut-être passer l'été. Et du coup, ouais, finalement, c'est un mécanisme qu'on retrouve dans la création d'entreprise. Le but, c'est de survivre. Littéralement, on se dit, je vais peut-être passer l'hiver. Et voilà, c'est ça. C'est vraiment ces questions-là qu'on se pose à certains moments de la vie d'une entreprise. Et du coup, Flo, est-ce que tu aurais un autre jeu que tu pourrais citer en exemple pour continuer à appuyer ces propos? Non. En fait, j'ai un problème pour le troisième exemple, c'est que j'aime bien jouer à plein de jeux différents, j'aime bien expérimenter plein de jeux différents, et même au sein d'un même jeu, j'aime bien tester différents profils. Et du coup, un jeu, non, par contre, je peux te faire, parce que sinon ça va être compliqué pour la suite, par contre, je peux te faire une petite liste. Une petite liste alors. Ouais, petite. Vas-y, non exhaustive. On t'écoute. Le premier jeu, Age of Empires 2, qui t'apprend un truc assez intéressant. C'est que, bon, c'est un peu comme dans StarCraft, tu as monté ton économie, tu as monté une armée, c'est pas exactement les mêmes mécanismes de jeu évidemment, mais en général, quand tu commences à jouer, il y a un truc qui se passe assez vite, c'est que tu vois débarquer l'orée de ta muraille que tu n'as pas fini de construire, une très belle armée qui sont les ennemis, et qui viennent voir comment ça va toi. Et du coup qui viennent passer à travers tes murailles et puis mettre en échec ton armée, etc. Et du coup, clairement là tu expérimentes la gestion de crise, c'est-à-dire qu'il va falloir que tu trouves quand même comment réagir face à l'armée, donc comment tu vas gérer ton front, il va falloir quand même que tu gères ton économie, que tu continues à développer ton économie, sinon tes gens vont mourir de faim, tu ne pourras pas développer de nouvelles unités, donc c'est sûr que tu vas perdre la guerre, etc. Donc là, on expérimente avec ça clairement la gestion de crise. Merci. My pleasure. J'en ai d'autres. La saga des Mario, très vite. Mario, ça t'apprend un truc simple. Oui, voilà. Si tu veux avancer, il faut persévérer, tout simplement. Et la princesse est toujours dans un autre château, effectivement. Mais ça, tu commences à le découvrir déjà si tu as persévéré. Exactement. Et un dernier, comme ça, c'est pas trop long. Oddworld l'Exode d'Abe, mon petit chouchou, qui devrait pas tarder à arriver à l'écran. Je clique. Qui t'apprend une règle un peu plus longue, mais pareil, super essentielle. C'est pas parce que tu es en train de t'amuser que tu fais pas quelque chose de très sérieux.
Et ça, clairement, ça n'a pas été une claque parce que je l'ai appris en douceur avec le jeu qui commence par t'engueuler. On le voit pas là, on le voit peut-être pas très bien, mais pendant le moment de chargement, ça se dit assieds-toi et tais-toi. Et franchement, c'est un truc, c'est génial. Tous les gens qui ne te considèrent pas comme quelqu'un de sérieux parce que tu es en train de t'éclater, c'est quand même vachement dommage, quoi. Alors qu'est-ce qu'il y a de mieux que de faire un truc sérieux en se fendant la tronche? C'est super. Et on essaye d'appliquer ça au quotidien. Et franchement, c'est une très très belle leçon à apprendre. Et alors du coup, avec toutes les facettes dont tu viens de parler, il m'arrive souvent de parler de Florent à des gens puisqu'on travaille ensemble depuis longtemps. Et j'ai tendance à le présenter comme un couteau suisse. Là encore. Donc un couteau suisse, parce qu'il n'est pas très grand d'abord, mais surtout parce qu'il est très pratique. Est-ce que tu peux peut-être un petit peu nous raconter comment s'est passé ton parcours professionnel par rapport à cet éclectisme dont tu fais preuve? Donc je mets le fait que tu viens de dire que je suis petit et pratique. Ok. Comme tu veux. Ouais, carrément. Ce que j'ai dit tout à l'heure, j'aime bien, en fait, je me suis rendu compte de ça dans le monde professionnel assez vite parce qu'on me l'a bien mis en face, c'est que j'aime bien répondre aux sujets qui se présentent sur le moment et changer de sujet souvent. Et ça a un souci dans certaines entreprises, c'est que tu peux avoir une fiche de poste qui est bien carrée, avec des tâches bien précises à faire. Et tu peux te retrouver dans des équipes qui n'aiment pas trop que tu ailles faire ce qu'il y a en dehors de ta fiche de poste. Et donc moi, ça m'a mis pas mal à l'aise parce que, a priori, je faisais pas trop mal ce qu'il y avait dans ma fiche de poste, mais j'adore aller voir plein de choses et j'adore expérimenter plein de choses et participer à plein de choses. Et du coup, je me sens pas à l'aise dans un truc super bien carré. J'ai besoin de pouvoir aider, participer à beaucoup de choses, de sujets différents. Et donc ça m'a mis pas mal à l'aise au début, je trouvais pas bien ma place. Et en y réfléchissant pas mal, au bout de quelques années, en faisant une introspection et notamment en faisant le parallèle avec les jeux vidéo, je me suis dit que, contrairement à ce que je pensais avant, c'était peut-être pas à moi de réussir à rentrer dans la fiche de poste bien carrée, mais c'était peut-être plutôt qu'il fallait que je trouve une fiche de poste qui pourrait s'intituler couteau suisse, par exemple. Et la seule chose que je me suis dit à ce moment-là, c'est que si je voulais trouver quelque chose qui me corresponde, il allait falloir que j'arrive à me vendre, puisque ça n'avait pas l'air d'être la norme ou la chose la plus courante qu'on trouve, d'avoir une fiche de poste assez flexible et qui me corresponde bien. Bon, ok, go, alors on va essayer d'apprendre à se vendre. Du coup, ça a plutôt pas trop mal marché jusque-là. Et ça a vachement bien marché, en fait. Carrément. Alors, l'exercice qu'on vient de faire là, ça vous a peut-être paru un peu prétentieux. Alors, on a dit beaucoup du bien l'un de l'autre. Et en fait, le truc, c'est que c'est quelque chose qu'il faut savoir faire. Et c'est pas facile. Et si vous êtes trop humble ou trop timide pour être capable de faire ça, y a des astuces qui fonctionnent bien. On peut demander des recommandations à des gens avec qui on a travaillé. On peut donner le contact des gens avec qui on a travaillé à son futur employeur. Et ces gens-là sauront dire à quel point vous êtes indispensable. Nous, on a mis en place une petite astuce. C'est que, alors je ne sais pas si ça s'est remarqué, mais on vient avec une personne tierce qui vante ses mérites. Et ça marche pas mal. Ça évite d'avoir à le faire soi-même. Pour le coup, ça paraît assez con, mais ça marche assez bien. Et nous, ça nous a permis de décrocher notre dernier job, en fait. Puisque depuis 1 an, on bosse pour la société Utip. Et on est rentré chez eux, notamment parce qu'on est resté en binôme et parce qu'on a réussi à mettre en avant les avantages de l'autre qu'on n'arrivait pas forcément à mettre en exergue. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Utip. Alors, c'est une plateforme de contenu qui permet aux gens qui consultent les contenus de soutenir les créateurs qui sont dessus. Donc on peut les soutenir en donnant de l'argent un peu à l'image de Tipeee ou en regardant des publicités qui rapportent de l'argent directement aux créateurs de contenu et aussi en suivant le contenu, en le partageant et toutes ces choses-là. Par contre, c'est pas du tout le sujet de la conférence non plus. Donc c'est pareil, si vous voulez parler de ça, on est là toute la journée, donc n'hésitez pas à nous alpaguer dans les allées
On répondra sans problème à vos questions. Oui, fin de la parenthèse. On n'en a pas fini avec vous parce qu'il n'y a pas que en jouant aux jeux vidéo qu'on apprend des trucs grâce aux jeux vidéo. Non, il y a aussi en les achetant. Que ce soit dans un magasin, comme illustre cette image, même si ça commence à ne plus trop exister, ou en ligne, ben, c'est toujours la même chose. Quand on vient pour acheter un jeu vidéo, ben, la personne qu'on a en face de nous, eh ben, elle cherche à prendre votre argent. Et pour ça, eh ben, elle va chercher à donner la meilleure image possible du jeu qu'elle a à vendre, ou des jeux qu'elle a à vendre. Et donc, eh ben, très très vite, nous, en tant que joueurs, on va devoir apprendre à vérifier si le jeu qu'on essaye de nous vendre correspond bien à ce qu'on attend, si le jeu va fonctionner sur l'ordinateur qu'on a à la maison. Moi, ça m'est arrivé une fois d'acheter un jeu qui ne marchait pas chez moi, bah, on est assez déçu. C'est vrai que c'était il y a quelques années, une époque où on n'achetait pas des jeux hyper facilement et tous les jours. Donc quand on achète son jeu et que ça fait longtemps qu'on l'attend et qu'en fait on ne peut pas y jouer, grosse déception. Il peut arriver d'autres mésaventures. Peut-être que tu peux parler de Age of Empires Conqueror. Je n'ai pas trop envie, mais Age of Empires 2 Conqueror, c'est une extension. À l'époque, ça s'achetait dans une boîte, jolie boîte, avec un CD dedans. Quand tu achètes l'extension, que tu n'as pas le jeu principal, ça sert à rien. Mais à rien du tout. Enfin, si, tu peux le mettre dans les arbres pour faire fuir les pigeons, mais sinon, ça sert à pot de balle. Le truc, c'est que ça coûtait en tout cas le même prix que le jeu. Donc voilà, donc là, ce jour-là, tu as appris un truc, assez violemment, mais tu as appris un truc. Et du coup, toutes ces choses-là, ça correspond à développer son esprit critique. Et aujourd'hui, c'est un truc qui est vachement important. On vit dans une société où il y a énormément d'informations à notre disposition via Internet. Et vous le savez très bien, il y a des fake news, il y a des théories du complot. Et avoir un bon esprit critique et savoir le développer, c'est un truc qui est hyper important. Yes. Moi, je voulais rajouter un dernier truc, un dernier soft skills qu'on peut développer quand on joue aux jeux vidéo. Quand vous jouez aux jeux vidéo, alors il y en a qui sont en coop ou à plusieurs, c'est massivement multijoueur, etc., qui vous permettent de développer une communauté. Mais il n'y a pas que par ça que vous pouvez développer votre communauté, c'est que vous pouvez participer à des conventions, vous pouvez rencontrer d'autres joueurs, etc. Et ça, en fait, dans le jeu vidéo, on appelle ça une communauté, souvent. Et dans le monde professionnel, on appelle ça un réseau. Et développer un réseau, c'est essentiel. C'est essentiel dans le monde pro, c'est essentiel dans le monde personnel aussi. On va s'attarder sur le monde pro ici uniquement. Votre réseau professionnel, c'est ce qui va vous permettre de peut-être rentrer plus facilement dans une entreprise. C'est ce qui va vous permettre de trouver une meilleure recrue, d'être plus confiant dans le démarchage d'un fournisseur, de pouvoir cibler mieux vos clients, etc. Et en fait, ça se fait petit à petit et ça peut être assez simple finalement, juste en prenant soin des relations qu'on a avec les autres. Et du coup, un petit truc comme ça, mais avoir un réseau, c'est vachement appréciable et surtout quand on passe par des phases qui sont un peu compliquées, pouvoir se reposer sur son réseau, c'est super plaisant. Du coup, juste prenez-en soin, si vous avez la chance d'être venu accompagner, remerciez les gens avec qui vous êtes et prenez soin d'eux. Alors pour conclure, je viens de vous afficher un petit tableau. C'est un tableau qu'on s'est amusé à faire qui reprend différents jeux et différents soft skills qu'on peut avoir en y jouant. Et on s'est dit que c'était sympa de regrouper ces informations parce que ça permet d'une part de savoir les soft skills qu'on a acquis en jouant aux jeux vidéo et qu'on pourrait éventuellement vendre en entretien. Mais ça peut aussi permettre de regarder la liste des soft skills qui existent et de se demander à quel jeu je pourrais jouer pour les développer. Du coup, là, à l'écran, vous avez l'adresse à laquelle c'est disponible. On l'a fait en licence libre, ça veut dire que toutes les personnes peuvent venir le modifier et ajouter des choses si elles le souhaitent. Et du coup, ce qu'on voudrait vous dire, c'est qu'il faut continuer à jouer, il faut continuer à apprendre des choses en jouant, et il faut apprendre à renvoyer dans leur corde les gens qui sont détracteurs des jeux vidéo et qui sont uniquement capables de dire que ça vous abrutit et que ça sert à rien. On arrive au terme de notre speech. On tenait à vous remercier beaucoup pour votre attention. On est dispo si vous avez des questions.
Comme l'a dit Tom, on est là encore toute la journée, donc si vous nous croisez, n'hésitez pas à nous parler, ce sera avec grand plaisir. Est-ce que vous avez des questions? Vous n'êtes pas obligé. Vous pensez quoi de ce qu'ils ont annoncé par rapport au fait que les jeux vidéo, c'est une maladie et tout ça? Vous en pensez quoi? Sur l'aspect addictif? C'est ça. D'accord. Du coup, il y a effectivement... je pense qu'il faut faire attention dans la manière dont on traite le sujet. C'est-à-dire que je suis d'accord avec le fait qu'on peut développer une addiction aux jeux vidéo et au sens... alors, je ne suis pas ni médecin ni psychologue, etc. Donc je vais faire attention à ce que je vais dire, mais qui peut être réellement problématique, qui peut couper du monde, qui peut faire qu'on met ses propres besoins au second plan, etc. Comme peuvent l'être toute autre addiction, que ce soit aux jeux loterie à gratter, etc., à l'alcool, aux drogues, etc. Oui, pour moi, ça existe clairement. Après, il faut aussi faut mettre toujours ça dans des proportions. Qui est sensible à ça? Pourquoi? Comment on peut accompagner ces personnes-là, etc. Et surtout pas généraliser et stigmatiser les joueurs dans le sens où tu joues à tel jeu, c'est clair que tu vas devenir addict. Surtout que typiquement, les jeux addictifs ne sont pas forcément ceux auxquels on croit spontanément. Un jeu comme Candy Crush, il est fait pour être addictif. C'est son objectif. Faut se demander quel est l'intérêt du développeur, c'est développeur au sens large de l'éditeur, et quel peut être l'apport du jeu, et est-ce que ça a un impact positif ou négatif sur ta vie, etc. D'accord. Parce que moi, le premier, je suis un gros joueur, mais voilà. Parce qu'à chaque fois, on me ramène ça toujours à la clé, et donc c'est pour ça que je voulais avoir un autre avis. Merci. S'il y a d'autres questions. Moi j'avais une question par rapport plutôt, est-ce que vous avez gagné toutes ces soft skills plus parce que vous étiez autodidacte, parce qu'il n'y avait pas encore d'experts quand vous avez grandi, quand vous avez auto-formé, parce que moi j'ai le contre-exemple les jeux vidéo apprennent quelque chose, machin, comme ça. Je vois les enfants d'une très bonne amie qui donnent leur console à leur maman. Maman, je suis bloqué, tu veux pas venir me débloquer, etc. Donc est-ce que l'enfant apprend quelque chose là, à part demander de l'aide à sa maman, ce qu'il ferait dans tous les cas, même si c'était pas un jeu vidéo? Du coup, je pense que c'est un problème un peu plus large que les jeux vidéo, là, ce que vous êtes en train d'évoquer. Les jeux vidéo, c'est comme tous les autres loisirs. Il faut qu'ils soient encadrés, et un enfant qui est petit n'a pas forcément la capacité à juger de comment il doit utiliser les jeux qu'on lui met à disposition. Et du coup, je pense qu'il est du devoir des parents de faire attention à ça. Et peut-être que les parents pourraient inciter leur enfant à chercher tout seul. Moi, je pense vraiment que c'est du côté de l'éducation qu'il faut aller regarder, et que le média du jeu vidéo a absolument rien à voir dans ce point-là. Et plus dans ma question, c'était parce que vous avez dû tout découvrir vous-même en fait. C'était pas vraiment le sens d'être assisté, comme il n'y avait rien sur le jeu vidéo, vous avez tout appris par vous-même dès votre adolescence, votre enfance, et c'est ça qui a fait que vous avez acquis pas mal de soft skills en plus. Je sais pas, parce qu'effectivement là on en a échangé 2 mots à l'instant. Moi mes parents étaient moteurs aussi avec ça, ils m'ont soutenu au départ. Ils étaient joueurs. Ils ont joué aussi, ils m'ont piqué la console assez tôt. J'ai découvert très vite que quand j'allais me coucher vers 9h, après eux ils jouaient. Et du coup ils m'ont accompagné sur ce process-là. Ils ont vu que ça me posait des problèmes, parce que il y avait des niveaux dans lesquels je m'énervais et je me mettais dans des états étranges. Donc ils m'ont parfois interdit d'y jouer, ils m'ont parfois accompagné pour y jouer.
J'ai pas la sensation d'avoir découvert ça tout seul pour le coup. Peut-être que toi, tu as un autre point de vue sur la question. Oui, moi j'étais un peu plus tout seul. Mes parents n'étaient pas et ne sont pas joueurs de jeux vidéo. J'avais mes grandes sœurs, mais qui ont 4 et 6 ans de plus, du coup, qui étaient plutôt sur l'apprentissage du jeu, qui étaient plutôt prends la manette parce que j'ai pas envie de jouer tout seul. Et je me souviens pas, je suis désolé après si elles regardent et qu'elles me disent mais si et tout, on t'a accompagné. Je me souviens pas trop d'accompagnement à ce niveau-là. Mais effectivement, après, moi j'avais pas de recours au niveau de mes parents en tout cas. Je pouvais demander de temps en temps un mot en anglais, mais ça gonflait assez vite ma mère, donc elle m'a montré l'emplacement du dictionnaire anglais. Alors pour le coup, j'ai peut-être acquis des soft skills, mais ça m'a pas aidé en anglais. D'autres, oui. Hein. La dernière fois, on a eu un témoignage d'une personne qui nous a dit c'est parce que mes premiers jeux étaient en anglais que je voulais absolument comprendre ce qui se disait. Moi, j'avais l'impression de comprendre. Alors, des fois, j'avais des surprises. Mais, quand j'ai rejoué à Zelda 2 quand j'avais 18 ans et que je comprenais les mots en anglais, j'ai découvert qu'en fait, c'était un petit personnage et pas un pot de confiture qui parle. Bon, bah voilà, c'est des trucs comme ça. Mais non, après... Là, on a fait le travail de faire le parallèle entre les soft skills et les jeux vidéo. Ce qui est intéressant, c'est plutôt je pense, enfin pour moi, c'est de regarder et de prendre conscience et confiance dans quoi on se plaît et dans quoi on réussit. Pour moi, c'était le Zelda était un bon exemple pour moi, c'est-à-dire ouais, mais il n'y avait aucune espèce de doute sur le fait que fallait que je fasse de la résolution de problématiques. C'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça que mon cerveau il est foutu et c'est comme ça que je fais tout le temps. Mais c'est une chose de l'apercevoir, c'est une chose que les autres te le disent, et puis c'est une chose d'avoir une preuve, d'avoir un bon exemple du fait que, mais regarde, en fait, même quand tu joues aux jeux vidéo, c'est comme ça que tu fonctionnes, quoi. Du coup, sois à l'aise avec ça, tout va bien. C'est bon pour tout le monde ? Plus de Super. questions. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir pris le temps de nous écouter. On vous souhaite une très belle édition 2019 du Bordeaux Geek Festival. C'était Tom et Flo pour Qu'est-ce que tu geeks ? Salut. Salut.